Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pensée profonde holistique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement les trois grands courants politiques qui ont traversé la modernité et l'idée est de vous en faire un descriptif extrêmement succinct, essayer de les replacer un petit peu dans leur contexte et de voir un petit peu le fil conducteur qui en a émergé. Alors, historiquement, le premier grand courant est celui du libéralisme. Le courant libéral, comme son nom l'indique, est basé sur la liberté et un de ses fondements majeurs, c'est le droit de propriété. Que nous dit le libéralisme? Il nous dit, entre l'individu et l'État, il n'y a rien. Ce sont les individus qui sont responsables et on a une espèce d'éclatement de la collectivité au profit d'un individualisme qui est exacerbé. C'est-à-dire que ce qui compte, ce sont vraiment les individus. À partir de là, le libéralisme va lui-même se décliner sous trois sous-catégories. La première, c'est une vision plutôt pessimiste des choses, et on le voit notamment avec Thomas Hobbes, même s'il n'était pas encore vraiment libéral au sens strict. Thomas Hobbes nous dit « l'individu naît foncièrement mauvais, l'homme est un loup pour l'homme ». Et c'est la société qui va l'éduquer. Et on le voit notamment à travers sa vision du Léviathan, et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a choisi un Léviathan, un monstre marin, parce que c'était un Anglais, il y avait toute une vision et un imaginaire basé sur la mer, etc. Mais ça, c'est une autre question. Et du coup, il nous dit « l'État est un mal, mais un mal nécessaire ». Et il doit être le plus minime possible pour que l'individu puisse s'exprimer, notamment avec le droit de propriété, avec la liberté individuelle, avec le libre marché, etc., etc. Ensuite, on a un courant qui est plutôt une sous-catégorie plutôt qui est celle de John Locke, qui est considéré comme l'inventeur du libéralisme philosophique. Et John Locke nous dit l'être humain ne naît ni bon ni mauvais, mais c'est la société, en fonction de si elle est bonne ou si elle est mauvaise, va l'éduquer ou le déséduquer. Et ensuite, on a un dernier courant qui est celui de Rousseau, qui a participé au libéralisme malgré lui, qui nous dit non, l'être humain naît foncièrement bon, et c'est la société qui va le pervertir. Et on voit que ces trois sous-catégories ont une vision du libéralisme qui est très différente. La première, celle de Hobbes, est une vision plutôt pessimiste, la deuxième est une vision plutôt neutre, et la troisième est une vision plutôt optimiste. Alors, le libéralisme, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut la circulation du marché, la propriété privée et la liberté absolue des individus. Une chose intéressante à noter, c'est que le libéralisme européen et le libéralisme américain n'est pas vraiment le même. Le libéralisme américain est plus généralement anglo-saxon et uniquement basé sur la liberté des individus et l'égalité y est optionnelle. Si elle est là, tant mieux, mais si elle n'est pas là, c'est absolument pas grave, ce n'est pas systémique. Alors que le libéralisme européen, lui, adopte plutôt une vision qui est une vision libéral égalitaire, ça veut dire que l'égalité est extrêmement importante. Et donc c'est important de voir un petit peu ce clivage. Alors ensuite, le deuxième grand courant est celui du communisme. Ce qui est intéressant, c'est que le communisme vient naître en opposition au libéralisme. Pourquoi? Tout simplement parce que le libéralisme avait cassé les syndicats, il avait atrophié absolument les classes sociales et dans ce contexte-là du 19e siècle, on voyait des gens qui travaillaient 12 à 14 heures dans les mines, dans des conditions de travail absolument abominables. La mortalité infantile était énorme et même les personnes avaient, je crois, une espérance de vie de 35-40 ans. Donc ils mouraient beaucoup et à partir de là, les conditions de travail étaient telles, la société était telle qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient persécutés, ce qu'on appelait les prolétaires, c'est-à-dire les personnes qui n'avaient que leur force physique à vendre. Et il faut savoir que ces prolétaires-là non seulement travaillaient extrêmement durement, mais étaient également payés en nature. Ils étaient payés uniquement avec de la nourriture pour revenir le lendemain de travailler. Et il faut savoir que tout ce bain, c'est ce qui a permis, entre autres, l'émergence du communisme. Alors, communisme, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est le commun qui compte, la collectivité. Ça veut dire que l'individu n'est plus individu atomisé au sein de la société, mais on voit l'individu seulement à travers le collectif. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une grosse présence de l'État, et in fine, cet État a vocation à disparaître, à se fondre dans les classes sociales. Ensuite,
Évidemment, il y a le marxisme qui a été théorisé par Karl Marx et ce qui s'inscrit un petit peu dans le communisme, mais ça c'est une autre question. Et donc à partir de là, le communisme nous propose une approche différente. Il nous dit, ben voilà, ce qu'on cherche, c'est l'émancipation de l'ouvrier, l'abolition des classes sociales pour arriver à une égalité finale. Ensuite, le troisième courant et le dernier, c'est le courant fasciste, qui est né au XXe siècle et qui est très connu notamment par rapport au protagoniste principal qui est Mussolini. Alors ce qui est intéressant avec le fascisme, c'est qu'il va emprunter certaines notions au libéralisme, il va emprunter certaines notions au marxisme, mais il va les réfuter tous les deux. Donc le fascisme ne se revendique ni du marxisme ni du libéralisme, mais il en emprunte certaines parties. Par exemple, sous le fascisme, il y avait une liberté individuelle et un droit de propriété. Par exemple, sous le fascisme, il y avait l'État qui avait une grosse dimension, qui était omniprésent, qui était surreprésenté, qui était une grosse subordination, et il y avait également une vision collective. Et il faut savoir que pour replacer le fascisme dans son contexte, le fascisme est clairement un mouvement italien du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que le fascisme apparaît dans une société italienne qui est fragmentée. Il faut rappeler qu'à cette époque, l'Italie avait à peine 80 ou 100 ans. C'était un très jeune pays et qui était déchiré en interne par une Italie du Nord qui était très industrialisée, très productive, et une Italie du Sud qui était limite médiévale, extrêmement paysanne, avec la mafia, etc., qui était beaucoup plus traditionnelle. Et du coup, le fascisme va pouvoir réunifier ces deux paradigmes qui étaient au sein de la société italienne de l'époque, et il va leur dire, n'ayez pas peur, il va s'adresser à l'Italie du Nord en disant, ne vous inquiétez pas, on est également pour la libre circulation des individus et du marché, on est également pour un certain libéralisme, juste l'État de temps en temps va vous administrer et va vous dire quoi produire. Et il va également s'adresser à l'Italie du Sud en disant ne vous inquiétez pas, on est aussi pour les valeurs traditionnelles, pour la hiérarchie, pour le respect de la famille. Et à partir de là, va s'opérer un saut qualitatif vers la modernité et une réunification de l'Italie à travers le fascisme. Alors, ce qu'il faut savoir sur le fascisme, c'est qu'il n'y avait absolument pas de dimension raciale. Il n'y avait même pas de dimension religieuse sous le fascisme. Je rappelle que Mussolini, sa maîtresse, était une juive, et c'est elle qui l'a aidé à écrire le manifeste du parti fasciste, ou je ne sais pas comment on dit. Et donc, à travers cela, si on veut analyser de manière extrêmement synthétique ces trois courants, il convient de se poser deux questions, qui vont être en fait une espèce de grille de lecture. La première question est qui est le cœur atomique, le cœur opérant, le sujet principal dans ce courant. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce courant a une vocation universelle ou est-ce qu'il a une vocation locale? Alors le libéralisme, pour répondre à la première question, le sujet, c'est le marché. C'est vraiment le marché avec les individus qui gravitent autour. Et il y a également l'idée dans le libéralisme que le marché est intelligent, notamment avec l'inventeur du libéralisme économique qui est Adam Smith, la main invisible, etc. Deuxième question, est-ce que le libéralisme est universel ou local? Le libéralisme est universel. C'est l'idéologie sans frontières, c'est le marché qui dicte un petit peu la fluctuation des gens, on a vocation à commercer avec tout le monde, l'idéologie sans frontiérisme, du commerce, de la mondialisation, etc. Par rapport au marxisme, ce qui est intéressant de noter, c'est que le marxisme, le sujet agissant, le cœur atomique, c'est qui? C'est les classes sociales et la collectivité. C'est ça qui est vraiment le cœur atomique du marxisme, du communisme pour être plus général. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que le communisme a également vocation à être universel. Il se revendique de l'universel. D'ailleurs, on le voyait dans leur slogan ouvriers du monde entier, unissez-vous, etc. Donc il y a l'idée de l'ouvrier est solidaire avec l'ouvrier du monde entier. Le prolétaire est solidaire avec le prolétaire du monde entier. Les classes sociales transcendent le pays et ont vocation à être universelles. Et ce qui est encore plus intéressant avec le fascisme, c'est que le fascisme, par rapport à la première question, qui est le sujet agissant? Le sujet agissant, c'est l'État. L'État qui est une incarnation qualitative du peuple. Donc c'est une représentation qui est qualitative du peuple. Et est-ce qu'il est universel? Absolument pas. Contrairement aux deux premiers courants, le fascisme n'est absolument pas universel, au contraire il est local. C'est-à-dire qu'il a vocation à s'appliquer uniquement pour les Italiens. Si jamais d'autres pays veulent emprunter le fascisme, comme ça a été un peu le cas en Espagne, etc., ils peuvent. Mais on ne va pas chercher à exporter cette idéologie. Et d'ailleurs, on le disait, à l'époque du fascisme, on disait, voilà, c'est une culture, c'est un État, c'est une langue.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de dimension raciale dans le fascisme, il n'y a même pas de dimension religieuse. Ce qui compte, c'est une certaine communauté, l'État italien en l'occurrence. Si vous parlez la langue, si vous respectez peu ou prou les mœurs italiennes et que vous êtes de culture italienne, c'est bon, vous pouvez adhérer au fascisme. Et donc à partir de là, on voit que ces trois théories ont chacun des fils conducteurs, ont chacun vocation soit à être universel, soit à être plutôt local, et chacun ont un sujet agissant dans l'histoire. Alors, par rapport au fascisme, il y a deux déclinaisons du fascisme. Il y a l'anarchisme, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais il y a également le nazisme. Ce qui est intéressant avec le nazisme, c'est que le sujet agissant, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas la classe sociale, ce n'est pas l'État, mais c'est la race. C'est vraiment la race qui est le cœur atomique du nazisme. Et le nazisme avait également vocation à être universel, puisqu'on le voyait avec le pan-germanisme, le fait que la race aryenne était la meilleure et qu'il y avait une catégorie comme ça de race. Donc il y avait une volonté de conquérir en partie l'Europe et une volonté de s'universaliser, même si ça peut être discutable. Merci pour votre écoute et on se revoit pour une prochaine vidéo.